Donc bonjour, oui, vous verrez maintenant mes vidéos, je les mets toujours sur YouTube, mais dans la mesure du possible, je les mets pas sur YouTube en priorité. Vous irez voir, je les mets sur Smart Réseau, vous tapez Smart Réseau, hein, c'est comme ça se prononce, SMAR et puis TREZO. Smart Réseau, pourquoi? Parce que c'est un média 100% français. Et j'essaye, dans la mesure du possible, hein, de démarrer par un média français, tant qu'à faire, et ensuite, je le publie sur les autres plateformes. C'est pour ça que souvent, peut-être que vous voyez mes vidéos en décalage sur YouTube ou autre, hein, ou ailleurs, parce que je démarre par le média, dans la mesure du possible, 100% français, pour faire travailler les gens qui sont en France et qui sont à la conception de cet outil. Quelques thèmes d'actualité. Vous avez vu passer sur les réseaux ou dans les informations médias, vous voyez par exemple le président du Nigrin FNSEA, Éric Thuirin, ou vous voyez Monsieur Lebrun de la section laitière nationale, qui sont en train de crier au loup parce que l'agriculture française, Monsieur Thirouin, représentant de la filière céréales, la GPB, l'Association générale des producteurs de blé, les céréaliers, dit que c'est la troisième et on s'oriente vers une quatrième année de crise très très grave dans les céréales à cause des prix qui sont pas à la hauteur. Et puis bien sûr les charges, on les maîtrise pas, surtout dans ce contexte géopolitique. Mais ça a toujours été comme ça. Et le contexte géopolitique actuel fait que là, on est dans une redistribution des cartes. Et celui qui va avoir les atouts dans son jeu demain pour jouer, ça va être celui qui va détenir l'énergie à pas cher, une énergie peu chère et abondante. Et bien sûr, après, la concurrence des monnaies et de la main-d'œuvre à bon marché pour mettre en avant la théorie de David Ricardo des avantages comparatifs. Donc on est complètement à la ramasse, mais tous nos responsables professionnels qui sont à la tête des ministères, que ça soit céréales, fruits, légumes, filières laitières, viande bovine, ovine, horticulture, toutes les productions, et ils continuent toujours sur la même stratégie qui a échoué, qui est la stratégie de miser tout sur l'exportation, prendre des parts de marché, développer les outils industriels, coopératifs et privés pour aller sur les marchés à l'export. Ben non, ça a été une erreur stratégique, ça. Il fallait avoir un programme européen, puisqu'on est dans l'Europe, déjà avoir un programme déjà cohérent franco-français. Il faut déjà revenir à la nation et gérer notre nation convenablement, avant déjà de parler hors de notre frontière. Et puis ensuite, avoir des échanges réciproques sur la base de la coopération entre les États membres de l'Union européenne. Mais miser tout sur la politique de l'exportation comme ils l'ont fait, ça a été une erreur stratégique majeure qui nous revient en boomerang. Et ils continuent les mêmes erreurs. Ils veulent pas les reconnaître d'ailleurs, leurs erreurs. Ils ont toujours caché nos organismes, hein, ça continue, hein. Vous le savez, pour tous ceux qui font les formations, tous ceux qui s'intéressent de près à l'agriculture et des communiqués de presse depuis 30, 40 ans, ils ont toujours caché le mot revenu agricole, que ce soit les réseaux chambres d'agriculture, les FNSEA, d'une manière globale. Ils ont toujours caché cette absence de retour de valeur ajoutée sur la paysannerie. Ça, ils l'ont caché. Ils ont dit que la baisse du nombre d'agriculteurs, les suicides en agriculture, c'était multifactoriel en disant, ben voilà, c'est complexe. Pour en parler, déterminer quelle est la cause réelle, c'est très compliqué, multifactoriel. Donc le climat, les normes, les gens veulent plus travailler, les citadins viennent emmerder les paysans dans les campagnes. Donc, agribashing, etc. Ils ont voulu contourner le cœur du réacteur, le fossé qui s'est creusé dans le monde agricole en rémunération nette mensuelle en euros constants depuis 40 ans par rapport au reste des autres secteurs d'activité, au reste des autres entreprises, au reste de la population. Oui, en euros constants, le fossé s'est énormément creusé. C'est quasi impossible de le combler
à l'instant où je parle, il faudra des réformes de fond profondes sur plusieurs années pour revoir entièrement le modèle agricole et la chaîne de valeur, parce que là, on est à des années-lumière de ce qu'il faudrait pour avoir une agriculture française et européenne debout. Voilà, à des années-lumière. On a fait aucune approche économique sérieuse. Quand on investit en agriculture, on devrait avoir une rémunération du capital, on devrait rémunérer les capitaux engagés. On en est très très loin, parce qu'on n'arrive même pas à se rémunérer nous-mêmes, puisque 82% des agriculteurs gagnent moins du SMIC brut. Alors donc, les dirigeants de la FNSEA essayent tant bien que mal de conserver leurs adhérents et de dire nous sommes victimes de la crise, nous sommes victimes du Moyen-Orient ou de la guerre en Ukraine, mais non, non, c'est pas ça. C'est que avant, on n'a pas monté les fondations comme on aurait dû les monter. On aurait dû garder juste une part, mais à la marge du marché international. On aurait déjà dû, chez nous, essayer de se rapprocher des 100% d'autonomie dans les productions qu'on est capable de faire. Et Dieu sait si on est capable d'être autonome quasi dans toutes les productions. Et ensuite, on était capable de faire de la coopération entre les États sans écrouler notre agriculture, nos emplois, toutes nos usines qui vont avec et arriver à la catastrophe qui est le suicide des paysans français et européens. On avait tous les leviers pour, avec l'industrie qu'on avait, hein, maintenant il va falloir rattraper le retard, pour faire de la coopération avec l'Italie, avec l'Espagne, avec l'Allemagne, etc., etc. On avait tous les outils qu'il fallait, voire même d'autres pays, la Russie ou l'Amérique du Sud, mais je bien dis la coopération entre les États à la marge sur les parties, le petit curseur qu'on pouvait pas combler parce on peut jamais faire du 100% autonomie. Donc maintenant, bah, la situation, vous la voyez, d'année en année, les céréaliers, quand on tirait la sonnette d'alarme, dès les années 80, où les producteurs de porc commençaient à être touchés, c'était cyclique, et où les moutons était très touché avec le Commonwealth, puisque les gens ont commencé à se pendre dans les exploitations agricoles dans les années 80 avec à l'entrée du Commonwealth, d'accord? Hein. Ensuite est venue la viande bovine qui est rentrée dans une crise pendant des décennies. La viande bovine, les gens ont été exploités dans les fermes. Ensuite est venue la production laitière et tout le reste, les fruits et légumes, bien sûr. Je n'oublie pas le maraîchage. Toutes les productions ont été soumises à cette théorie de David Ricardo des avantages comparatifs, d'aller sur les marchés à l'exportation pour faire effondrer nos prix agricoles, nos denrées agricoles qu'on produit nous-mêmes en France et qui sont consommées des fois à 50 ou à 100 kilomètres de chez nous. Donc voilà, avec leur technique d'aller sur les marchés à l'exportation, ça sonnait le la sur un prix mondialisé qui s'est appliqué sur tout le territoire national et bien sûr sur le territoire belge, italien, puisque les autres sont dans le même cas que nous. On tire tout le monde vers le bas. Donc à l'heure où la croissance mondiale, il prévoit une croissance mondiale de plus 7% d'ici à 2035 en termes d'animaux, tout confondu, bovins, volailles, etc., puisque la population augmente. Donc en 2035, vous voyez bien que ce qui est en train de se jouer en ce moment, la guerre de l'énergie, hein, bah, en 2035, les pronostics, on a peu de chances de se tromper. Première puissance mondiale, la Chine, les États-Unis, peut-être deuxième, peut-être, mais peut-être l'Inde deuxième, et la Chine et pardon, les États-Unis relayés au troisième plan. Donc on aurait Chine, Inde, États-Unis. Et dans le carré des 10 premiers, il y aura probablement pas un seul pays européen. L'Allemagne va être reléguée en arrière. Hein, voilà. Donc voilà de quoi on parle. Donc plus 7% d'animaux, donc ça sera pas chez nous. Hein. La production et va se faire euh, ailleurs. Elle va se faire principalement en Asie, en Inde, en Chine, en Amérique du Sud aussi, au Brésil, en Australie. C'est là que les progrès vont se faire pour différentes raisons. Pour des coûts d'énergie, pour des coûts de main-d'œuvre, pour des... Forcément, les coûts de production, on peut pas les comparer avec ces pays-là.
D'accord? Donc, aujourd'hui, au niveau des pays, les plus grands pays exportateurs, souvent, dans toutes les productions, il y a une dizaine de grands pays qui exportent de façon régulière chaque année dans le monde. Ça se limite à ça. 10, 12, mais souvent une dizaine. Donc, dans les pays exportateurs leaders au niveau mondial en bovin, bah, on retrouve le Brésil en numéro un, on retrouve l'Australie en numéro 2, les USA en numéro 3, l'Inde en numéro 4, l'Inde qui est le plus grand pays où il y a des bovins, 308 millions d'animaux en Inde, hein. Le premier producteur mondial de lait, l'Inde, 230 millions de tonnes produits. Imaginez-vous que nous, toute l'Europe, on produit que 150 millions de tonnes de litres de lait. Vous voyez un peu les rapports de force qu'il peut y avoir. Et c'est pas d'aujourd'hui que l'Inde est la première puissance agricole mondiale en production laitière en termes de volume, hein. Ça remonte, hein. Il y a longtemps qu'ils sont les premiers, hein. Donc vous voyez ce qui est en train de se jouer. Vous voyez ce qui est en train de se jouer. Alors, nous, notre relance économique, elle peut venir que si on sort de ce modèle et qu'on reprend une banque nationale, hein, une banque nationale qui va financer notre industrie et notre agriculture. Sinon, on ne tiendra pas. Si on reste sur le modèle tel qu'il est là, le modèle tel qu'il est là, le réseau bancaire, les banques traditionnelles, elles ont un retour sur investissement de 0,5 à 1,5%. Quand tu finances les PME, l'agriculture, le gros du trait, il est là, de 0,5 à 1,5. Hein, une fois qu'elles ont fait la création monétaire ou qu'elles ont été empruntées à la Banque centrale et qu'elles nous reprêtent à nous, les paysans ou les patrons de PME. S'ils vont sur les marchés financiers, ils ont des retours sur investissement de 8 à 12. Vous comprenez bien que ça les intéresse pas de financer des paysans ou des petites PME. D'où, regardez ce qui se passe, la restructuration des agences bancaires. Il va bientôt plus y avoir d'agences. Ils vont restructurer à mort. Il n'y a pas besoin, pour aller sur les marchés financiers, il n'y a pas besoin d'avoir des agences dans toutes les communes ou dans tous les cantons, hein. Faut virer les agences. Les gars, ils sont derrière des écrans d'ordinateur dans des grandes métropoles et ils vont aller sur les marchés financiers spéculer, et je vous dis, ils ont un retour de 8 à 12. Alors que s'ils prêtent à un paysan, ils ont un retour de 0,5 à 1,5. En plus, ils ont des emmerdements, parce que le paysan, il est pas sûr de les rembourser, hein. Comme il a peu de marge, et puis il est lié aux aléas climatiques, aux aléas sanitaires. Donc, il y a un taux de risque important. Et la rotation est beaucoup trop lente. Sur les marchés financiers, le retour est rapide. C'est des rotations ultra rapides. On peut perdre, mais on peut se rattraper rapidement. Que là, avec de l'agriculture ou une PME, là, ça n'avance pas. Donc, il faut une banque nationale indépendante pour financer notre économie réelle qui crée des emplois et non continuer d'aller sur les marchés, hein, c'est le système mondialisé qui fait ça. On finance une économie virtuelle. Et si on revient sur une économie physique avec des usines, c'est des entreprises qui nous manquent en France. Il nous faut des entreprises, des PME et des agriculteurs, plus d'agriculteurs. Parce que ça, c'est des emplois non délocalisables, à condition de sortir des traités de libre-échange, bien entendu. Et avec des modèles comme ça, c'est pas vrai que ça coûte plus cher. Ça ne nous coûtera pas plus cher. Aujourd'hui, on a un peu plus de 28 millions de travailleurs dans la machine économique en France. 28 millions, 108 000 exactement aujourd'hui. On a un potentiel jusqu'à 30, un peu plus de 33 millions, 33,5 millions de gens qu'on pourrait mettre au travail dans la machine économique. Imaginez-vous, en termes de cotisants, en termes de financement des retraites, le problème est résolu si on ramène des gens dans la machine économique. Peu importe si ce qu'on fabrique peut coûter un peu plus cher qu'une voiture chinoise, mais là on est gagnant, c'est sûr qu'on est gagnant, parce que les emplois sont pas délocalisables et les gens sont mieux quand ils sont sur le marché de l'emploi plutôt que d'être obligé de leur donner une prime d'activité ou un RSA. On sait très bien que les gens sont mieux quand ils rentrent dans la machine économique et qui donnent un sens à leur vie. Donc pour ça, c'est le modèle économique qu'il faut revoir. Si le modèle économique il n'est pas revu, jamais on ne pourra réussir. Tout en gardant
en adaptant notre modèle social, puisque notre modèle social, nos retraites, nos arrêts maladie, nos arrêts accidents, bon, les retraites, c'est un salaire différé. Donc le modèle social, faut le réévaluer. Faut éviter les gaspillages, mais faut le conserver. C'est un des meilleurs au monde. Ce qu'il faut revoir, c'est le modèle fiscal. C'est pas le modèle social. Il y a mieux à faire. On peut toujours l'améliorer. Mais c'est surtout l'imposition des entreprises. C'est le modèle fiscal qu'il faut revoir. Parce qu'on voit bien, ceux qui sont à l'offensive, à l'intérieur de l'Europe, il y a des paradis fiscaux. Il y a la Hollande qui utilise du 15% d'imposition sur les entreprises, au lieu, c'est souvent 25, nous en France, minimum 25. Eux, ils utilisent du 15. Il y a l'Irlande, il y a Malte, qui est un paradis fiscal. Alors, on ne dit pas que le paradis fiscal, c'est le modèle, mais si on baisse pas le taux d'imposition pour garder nos entreprises chez nous, tout en conservant le modèle social mais en ramenant des travailleurs dans la machine économique, bah on va s'appauvrir, hein. Si on fabrique plus de chaussures, si on n'a plus d'agriculture, bon, les animaux, on voit bien que le cheptel en France et en Europe baisse. Il est en train de se transférer en Asie, principalement en Asie, un peu en Amérique du Sud aussi, un peu en Amérique du Nord aussi, mais principalement en Asie. C'est là que vont se faire les bovins, le gros des animaux. Donc cette marchandise va revenir chez nous pour nourrir les Européens. Donc si on n'est plus capable de rien produire, on ne pourra pas tenir. C'est pas possible. Donc faut qu'on soit cohérent et faut changer ce modèle. Si le modèle n'est pas changé, on ne pourra pas tenir, c'est impossible. Donc on va s'appauvrir, tout ce qu'on est en train de faire actuellement, on va s'appauvrir, tout le monde va descendre vers le bas. Parce que s'il n'y a pas d'entreprise, on ne peut pas créer de richesse, hein. Et si on ne crée pas de richesse, il n'y a pas d'emploi. Et s'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de cantine, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de crèche, il n'y a rien. Donc il faut absolument retrouver un programme avec des prix de souveraineté agricole et non plus des prix mondialisés. Et le commerce international, parce qu'il faudra toujours en faire, les frontières, ça n'existe pas, on va pas monter les murs, des murs. Mais le commerce international, faut le faire. Ça, c'est des décisions de chefs d'État et de gouvernement, hein, qui doivent reprendre la main. Et on le fait à la marge sur la base de la coopération. Et même, si on est mis en position d'infériorité sur certains marchés, ça sera pas grave. Si ça représente 1 ou 2% de notre produit intérieur brut, ça va pas trop détruire nos emplois. Mais là, aujourd'hui, dans notre produit intérieur brut, on produit principalement du service, du tertiaire. Et c'est pas avec ça qu'on va tenir l'économie de notre pays. C'est bien avec des emplois réels, avec une économie physique. Et là, on est sur la mauvaise pente. Il est grand temps de réagir parce que là, on descend tous vers le bas. Je dis bien tous vers le bas. Et au niveau agricole, bah, la situation, vous la connaissez, hein. Il y aura encore plus d'arrêts d'activité à la fin de l'année. Puisque le prix, effectivement, vous m'avez envoyé des mails pour le prix des céréales, je sais bien que ça passe pas en céréales, mais ça passe pas en viande bovine avec amortissement, avec un bâtiment neuf, ça passe pas en mouton. Il y a plein de productions où ça passe plus en horticulture, etc. Voilà. Parce qu'on est devenu, on a des outils avec tout ce qui va avec chez nous, des constructions neuves, c'est déconnecté de la réalité des prix mondialisés. Donc il faut qu'on reste avec une économie nationale et avec des échanges à l'international, mais pas avec une économie et une production nationale alignée sur des prix mondialisés. On ne peut pas avoir des coûts de production, des normes, des charges environnementales franco-françaises ou franco-européennes et des prix mondialisés. Ceux qui sont sur des prix mondialisés, ils n'ont pas la sécurité sociale, ils n'ont pas les normes de travail, ils n'ont pas forcément la retraite, ils n'ont pas les congés payés. On compare des choses qui ne sont pas comparables. On a un modèle qui était un des plus vertueux au monde. Si on veut garder encore le régime social avec les retraites telles qu'on a, que beaucoup nous envient, eh ben, il n'y a rien à faire, hein. Faut utiliser la coopération entre les États, c'est le mot protectionniste, appelez-le comme vous voulez, ou l'exception agriculturelle, mais l'exception industrielle aussi, hein, parce que notre industrie, vous voyez bien, qu'elle tiendra pas. On peut pas tenir notre industrie face à des Chinois
ou Taïwan ou ce que vous voulez. C'est impossible. Ou la Malaisie qui fabrique les conceptions, les cartes informatiques. Hein, la Malaisie, qui sont encore moins chères que certaines entreprises chinoises. Donc, il faut revenir aux choses réelles. On ne peut pas ouvrir les portes et les fenêtres de la France à tout va et de l'Union européenne, laisser tout rentrer comme ça, sans se protéger. Si on ne se protège pas, il nous restera plus d'emplois. On va s'appauvrir. Je vous remercie et à bientôt.